Tour Plateau, bonjour, nous sommes sur la GovTech Lounge ici à Vivatech, un espace créé et animé par la rédaction d'Acteurs Publics. Et au cours de ces 3 jours, eh bien, nous allons ensemble avec le public qui est là et puis les experts, nos invités experts, explorer tous les champs de l'innovation possible à partir de l'usage de la tech pour améliorer l'efficience, le service rendu par, en l'occurrence, le service public. Alors, il existe un outil dont on parle beaucoup depuis maintenant un certain temps, qui s'appelle le cloud, dont vous savez certainement tous ce à quoi il peut servir, mais j'aimerais qu'avec nos 2 invités, on aille un peu plus loin et qu'on se rapproche de ce qu'il apporte au secteur public dans tous ses usages. Alors, mes 2 invités sont Philippe Rousset. Bonjour Monsieur Rousset. Bonjour Pierre-Marie. Alors vous êtes senior directeur du secteur public, vous êtes le patron du secteur public pour faire simple d'Oracle, un éditeur connu. Et puis vous êtes accompagné de Régis Louis. Monsieur Louis, bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Alors vous êtes vice-président Europe du développement d'un produit que je viens de citer, qui est notre sujet invité, hein, le cloud, toujours chez Oracle. Alors, moi j'aime bien toujours qu'on commence les choses comme ça. Un petit rappel, Oracle, sur le secteur public, combien de divisions? Allez. Oui, alors Oracle, c'est aujourd'hui un acteur leader sur la gestion de la donnée. Nous comptons à peu près 130 000 employés dans le monde, 1700 en France chez Oracle France. Nous avons 450 000 clients un peu partout dans le monde, dans tous les domaines de l'action publique, la santé, le monde de l'éducation, les ministères régaliens, les collectivités locales. Nous avons en fait 2 types de solutions que nous proposons à nos administrations. Une qui est plus orientée sur les infrastructures, dans laquelle on va retrouver effectivement le cloud, l'intelligence artificielle, le machine learning. Et puis on a une 2e division effectivement qui s'occupe beaucoup plus particulièrement des applications, 4 en particulier, les ressources humaines, l'ERP, l'expérience utilisateur et la supply chain. Voilà, donc nous sommes ici chez GovTech pour donner la parole également à nos clients qui vont s'exprimer, la IFE, Unicancer, Sopra, la PHP, qui vont donner en fait leur cas d'usage dans leurs différentes transformations numériques. Vos clients dans le secteur public, qu'on connaît bien chez Acteurs Publics, ce sont en général ceux qui réussissent le mieux à se moderniser ou à se transformer. Puis je demanderai à la caméra mobile de nous faire un plan ou 2 tout à l'heure, parce que vous êtes venu avec votre train électrique. Hein, vous êtes venu avec une grande maquette là. Alors là, on est dans la Smart City. La cité connectée. La cité connectée. Hein, voilà. On fera un plan ou 2 tout à l'heure, mais on va revenir à notre sujet du cloud. C'est un secret pour personne, c'est une évidence même. La transformation du secteur public s'accélère. Les différents secrétaires d'État et le dernier en date, c'est Cédric O, qui sera tout à l'heure sur le plateau d'Acteurs Publics TV ici à Vivatech. Tous ont compris que le cloud était... Alors, il y a des divergences peut-être pas d'opinion, mais au moins d'appréciation sur quelle place lui donner, sous quelle forme. Mais tous ont compris que c'était un facteur essentiel de la mise en œuvre de cette transformation. Quels sont les 3 ou 4 facteurs qui font que le cloud est, on peut dire incontournable ? Oui, alors les 4 facteurs qui nous semblent importants dans cette modernisation vers le cloud, on va les citer. C'est tout d'abord considérer des clouds de 2e génération, parce qu'on va voir que ces clouds en fait adressent des problématiques autour de la souveraineté. On va considérer exactement qu'il n'existe pas un cloud public, mais qu'il existe des clouds publics, et on va le voir, fait que ces clouds vont répondre de façon spécifique sur ces sujets-là. Oui. Et enfin, l'hybridation et l'autonomie en fait de l'administration sont des facteurs clés en fait de réussite de transition vers le cloud. Mais moi, je suis une administration, je m'intéresse au cloud, je vois bien que de plus en plus d'administrations y ont recours. Je dois y penser, pourquoi? Parce que ça me rend plus agile, ça coûte moins cher. C'est quoi les paradigmes de l'avantage? Alors, les principaux paradigmes, effectivement, et les avantages du cloud, c'est la fluidité et l'agilité que l'on peut proposer à l'ensemble des agents d'État, mais également aux citoyens, effectivement, qui vont se servir des services de l'État. Oui. Le 2e point du cloud, qui n'était pas mentionné, c'est qu'aujourd'hui, le cloud donne plus de performance, en fait, que les systèmes qui peuvent fonctionner en interne. Et la 3e chose qui est peut-être paradoxale, c'est qu'effectivement, on arrive dans le cloud avec des solutions, notamment qui sont proposées chez Oracle, à parfois plus de souveraineté que ce que l'on pourrait avoir effectivement dans nos propres data centers.
Alors, vous avez évoqué, bon, j'ai compris, il existe de réels avantages à utiliser le cloud, l'agilité, l'absence d'investissement, le, le, le coût budgétaire qui est proportionnel à l'usage, voilà, qu'on en fait. Mais maintenant, alors, pour les gens qui sont là et puis pour les téléspectateurs d'Acteurs Publics TV, faites-nous comprendre aussi la multiplicité des clouds, parce que vous avez déjà évoqué le mot de deuxième génération, de multi-cloud. Qu'est-ce qu'on doit retenir et comprendre? Allez, alors, Régis Louis, expliquez-nous, c'est quoi les différents niveaux de cloud? Si on regarde, si on backtrack un petit peu, on regarde quelle a été l'adoption du cloud de manière générale. L'adoption du cloud a été généralement liée au développement de nouvelles applications sur le marché. Beaucoup de clients n'ont pas commencé à prendre leurs applications critiques d'entreprise et à les déployer dans le cloud public. C'est souvent sur des projets qu'on Souvent des projets, de nouveaux projets. Et la raison pour laquelle on ne l'a pas vu, c'est prendre des applications existantes et les mettre dans le cloud. C'est que les clients ont souvent trouvé que les clouds n'avaient pas les attributs nécessaires d'entreprise pour pouvoir faire ce type de déploiement critique. Oui, peut-être qu'ils étaient un peu frileux aussi. Et également un petit peu de frilosité. C'est la raison pour laquelle chez Oracle, on a créé et déployé un cloud de nouvelle génération. Un cloud qui permet de prendre des applications critiques et de répondre à tous ces challenges que les clients nous ont évoqués. Je vais vous donner 3 exemples. Un premier dans le domaine de la sécurité. La frilosité que vous évoquez est souvent liée à la sécurité. On a fait donc, cette architecture particulière matérielle, tout à fait unique, qui permet vraiment d'adresser tous les problèmes de sécurité qu'on a pu voir, les failles de sécurité dans les clouds de première génération. Qui permet de faire le cryptage des données par défaut, qui permet d'avoir une protection contre les cyberattaques par défaut, etc. Donc, un grand focus sur la sécurité, c'est peut-être le premier challenge. Sur la sécurité, est-ce que... Bon, je déforme un petit peu, je caricature un petit peu les propos de l'ANSSI, mais à demi-mot, le patron de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, disait finalement, il y a des opérateurs du cloud qui sont à un niveau de sécurité un peu supérieur à nos propres systèmes, parce que, entre autres, parce qu'ils sont plus souvent attaqués que nous et qu'ils ont une grande pratique de la défense. C'est ça? C'est la vérité, ça? C'est tout à fait vrai. Je dirais qu'il y a quelques années, mes discussions avec les clients, c'était est-ce que votre cloud est vraiment secure? Aujourd'hui, je vois des clients qui vont vers le cloud parce qu'ils estiment, pour des raisons de sécurité, parce qu'ils estiment que le cloud va être plus sécurisé que leurs propres environnements. Donc la sécurité, un challenge très important pour les applications d'entreprise. Le deuxième point très important, c'est la performance. Et ça a été un gros focus de cette nouvelle génération de cloud chez Oracle. La performance, pas seulement pour avoir des très bons niveaux de performance, mais une performance qui soit prédictible. Une performance qui soit toujours constante, que l'on est capable de garantir par SLAs, ce qui est assez unique sur le marché, de pouvoir garantir un certain niveau de performance. Puis un troisième challenge, qui est très souvent évoqué par nos clients, c'est tout l'aspect lié à la réversibilité. C'est-à-dire, je déploie mes applications et mes données chez Oracle, dans le cloud. Est-ce que je vais pouvoir les rapatrier dans mon environnement, dans mon propre data center? Et c'est bien le focus que l'on a eu chez Oracle. Pas de technologie propriétaire qui ne fonctionne que sur le cloud Oracle. Vous pouvez aller déployer sur le cloud Oracle et revenir dans votre propre data center. Exactement. Donc sécurité, souveraineté, réversibilité, tout ça c'était des mots qu'on agitait en disant le cloud n'est pas adapté au secteur public et à ces missions qui sont effectivement, quand on parle de souveraineté, souvent en question. Philippe Rousset. Justement, Pierre Meyer, je pense que ce qu'il faut noter dans ce que décrit Régis, c'est que nous sommes arrivés en fait à une maturité qui est assumée de l'administration et finalement on en est probablement dans les 5 premiers kilomètres à l'ère du cloud d'un marathon qui en contient 42. C'est-à-dire que aujourd'hui avec la cloud de deuxième génération, on a la possibilité de pallier les écueils en fait que l'on a rencontrés sur les premières générations. Et je citerai certains acteurs publics qui avaient choisi dans un premier temps des fournisseurs de cloud et qui sont retournés effectivement sur le cloud Oracle justement, parce que nous étions en mesure, par cette deuxième génération, par cette hybridation du cloud, de proposer des besoins spécifiques en termes de sécurité à ISO performance que ce qu'ils avaient dans leur data center, d'ISO sécurité et d'ISO niveau de service. Et ça, c'est un gage qui est très très important pour nos acteurs publics. Et puis alors, vous avez prononcé un mot pour lequel
nos téléspectateurs méritent une explication, hybride. Alors, qu'est-ce que c'est que... Parce que c'est un mot qu'on emploie souvent avec cloud hybride. Alors, qu'est-ce que je crois qu'il y a très peu de discussions que je peux avoir avec les clients au travers de l'Europe sans que ce mot n'intervienne. Tous les clients aujourd'hui, la plupart souhaitent aller vers le cloud, mais pas pour l'ensemble de leurs applications. Ouais. La plupart souhaitent conserver un certain nombre d'applications dans leur propre data center, que ce soit pour des raisons réglementaires, que ce soit pour des raisons techniques. Et donc d'avoir un aspect hybride, une partie de mes applications dans le cloud public, une partie qui reste dans mon data center. Et pour ce faire, on a inventé chez Oracle ce concept de cloud at customer. L'idée, elle est simple, c'est que si vous ne pouvez pas adopter le cloud public, on va amener le cloud public chez vous. Vous continuez à faire de la subscription de services, vous continuez à faire de la facturation à la consommation, mais vous n'investissez dans aucun matériel. On va venir amener une machine de votre data center, la plugger dans votre réseau, on va la manager, l'opérer, mais l'ensemble de vos données, l'ensemble de vos applications vont rester dans votre data center. L'aspect de la souveraineté, dans ce cas-là, est entièrement préservé et toutes les contraintes réglementaires et techniques sont généralement résolues. Parce que je comprenne bien, cette machine, du coup, n'est plus sur le cloud public, elle n'est plus dans le réseau du cloud public. Cloud public, ce qui veut dire, traduit dans le cloud en fait privé du prestataire et vous, en l'occurrence, Oracle, hein, c'est ça? Absolument, c'est un cloud chez le client qui a les mêmes fonctionnalités que le cloud public, mais sous le contrôle en fait du client dans son data center. Le cloud at customer. Cloud at customer. Donc c'est ce cloud qui bénéficie de tout ce que vous avez su développer en matière de gestion des serveurs, etc., que vous réincorporez à l'organisation du client et dont vous continuez à assurer la maintenance et l'opération. Il y a deux grands bénéfices pour nos clients. Le premier, c'est vraiment la possibilité pour les clients d'adopter toute l'agilité, la facturation de la consommation, etc. du cloud, tout en conservant le contrôle sur son environnement dans son propre data center. Le deuxième grand avantage, c'est l'hybridation, puisque en tant que client, je vais pouvoir choisir certaines applications, je souhaite qu'elles restent dans mon data center, d'autres, je souhaite qu'elles aillent dans le cloud public, et j'ai toute la flexibilité d'aller dans l'environnement à un autre. On vous voit quand même un peu venir, hein, parce que cette hybridation, on voit bien de quel côté va pencher la balance, parce qu'au bout d'un moment, ayant le bénéfice de la propriété, enfin de l'usage privé de ce serveur dans mon propre environnement, je peux me dire que finalement, quand je vais comparer mes coûts d'exploitation de mes serveurs et leur niveau d'efficience ou même de sécurité, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que je ne dois pas être un peu plus hybride et un peu moins propriétaire de mon installation? Oui, puis la partie, ce qu'il faut rajouter, c'est que notre administration, en fait, part pas en Big Bang dans le cloud. Elle a besoin effectivement d'avoir des fournisseurs qui ont déjà une ADN de data center, de ce qui a été développé chez lui, pour pouvoir proposer un calendrier de migration progressive et je dirais dans un calendrier progressif des réformes de l'État au fur et à mesure. Alors il y a un concept que vous avez développé chez Oracle, ça la rédaction, l'acteur public l'a bien, vous reconnaît la paternité du concept, c'est Autonomous. Alors là, c'est pas l'autonomie du client, en fait c'est l'autonomie enfin vous l'expliquerez mieux que moi, qui veut, alors on est plus technique là, je vous en prie. Je vais bien le prendre. En fait on a avancé donc ce concept de software autonomous. L'idée elle est simple, c'est qu'aujourd'hui avec toutes les avancées qu'on a pu faire dans l'intelligence artificielle, le machine learning, plus la puissance presque illimitée qu'on a dans le cloud, on est en mesure d'avoir le logiciel qui opère le logiciel. Le logiciel qui soit entièrement autonome, c'est-à-dire qui puisse fonctionner tout seul, qui puisse se patcher tout seul, qui puisse se sécuriser tout seul, débugger, qui puisse se tuner tout seul. Oui. Donc toutes ces opérations qui nécessitent souvent des opérations de maintenance de la part des clients peuvent être aujourd'hui, au travers de ces concepts autonomes, entièrement réalisés par le logiciel, ce qui permet aux opérateurs de se focaliser sur des tâches à bien plus forte valeur ajoutée que de s'occuper de la maintenance, de la configuration des serveurs. Ça, c'est un concept qui fait un appel puissant à l'intelligence artificielle. C'est ça la base? Absolument. On a d'ailleurs développé des cas d'usage chez quelques clients. Par exemple, le CERN, dont nous sommes membres depuis 2003, qui a utilisé en fait le concept de la base de données autonome, justement, pour créer un grand entrepôt de données dans lequel on va retrouver
des informations physiques, des informations de calculateurs, d'accélérateurs, de l'IoT également, qui va générer en fait un entrepôt de plus de 700 Tera d'informations générées chaque année, mises à jour chaque année, et qui permettent en fait de développer des nouveaux algorithmes autour de la recherche pour faire avancer la recherche. C'est vraiment dans le contexte de l'administration, effectivement, du Tech for Good en l'occurrence. Ouais. Voilà un exemple d'intérêt général. Et ça, Autonomous permet à un grand opérateur de l'État donc d'être, ça ne veut pas dire autonome, mais enfin d'avoir une certaine indépendance par rapport à la maintenance et des fonctions de base sont comme ça assurées par cette je dirais que c'est pas très loin de ce que vous dites, au contraire, c'est permettre en fait à l'agent qui doit mettre les services à disposition du concitoyen de lui donner l'autonomie pour pouvoir se reconcentrer sur d'autres tâches à haute valeur ajoutée par les fonctionnalités que vous a décrit Régis, effectivement, sur l'auto-patching, l'auto-repairing et l'auto-maintenance en fait de cette base de données. Donc on va pouvoir se concentrer en fait sur l'innovation. Si je vous demandais à vous deux qui êtes des experts puis qui êtes au cœur de cette transformation du secteur public, de sa modernisation, etc. Si je vous demandais, et la prochaine étape, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a vu le cloud redonner des ailes à l'agilité du développement de nouveaux projets. On l'a vu changer le regard un peu sur la sécurité, sécurité un peu à la version ancienne. C'est-à-dire si j'ai tout chez moi, c'est sécure, mais dans le fond, c'est un peu comme l'argent sous le matelas, quoi. Effectivement, il est mieux à la banque, hein. Bon, alors la prochaine étape, c'est quoi? Quelle est la prochaine technologie de rupture qui va vous permettre d'aller chez vos clients en disant voilà, allez, là on a un truc, on va aller plus loin ensemble? Vous savez, la technologie dont on vient de parler, qui est ce concept d'autonomous computing, ouais. C'est pas anodin. C'est certainement une des plus grosses innovations qu'on a pu réaliser chez Oracle dans les dernières années, et ça représente des années d'engineering. Donc on va aujourd'hui pouvoir adopter ce type de concept à l'ensemble de la stack Oracle. L'intelligence artificielle, le machine learning, c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore à son enfance. Balbutiement, on est dans les 5-6 km du marathon, comme disait Philippe Rosset. On est encore au démarrage. Alors aujourd'hui, on a fait en sorte d'utiliser toute cette technologie dans notre propre stack, que ce soit dans nos propres applications. Je vais donner des exemples. Dans notre application de HCM, qui est tout ce qui est ressources humaines, on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'un CV, savoir quel est le meilleur CV pour un poste donné, par exemple, ou automatiser les notes de frais dans l'ERP, etc., etc. Donc l'intelligence artificielle au service de ces applications. Il y a un deuxième élément qui est l'intelligence artificielle, le machine learning, pour tout ce qui est technologique, on va dire. Par exemple, c'est des nouvelles interfaces utilisateurs. Aujourd'hui, on prend les milléniums, on sont habitués à communiquer avec une organisation, avec un WhatsApp, avec un SMS, etc. Pouvoir offrir ce type d'interface à nos applications, pouvoir détecter le langage naturel, détecter le sentiment de la personne qui communique avec le chatbot. C'est utiliser l'intelligence artificielle pour la sécurité. Ça fait en sorte que la cybersécurité aujourd'hui, on se bat contre des machines. Donc il n'y a que des machines qui peuvent se battre contre des machines. Au travers de l'intelligence artificielle, on a mis en place un framework permettant d'adresser ces attaques de cybersécurité. Et puis tout ce qui est big data, on en est encore également dans le domaine du big data. On est encore au début, on continue à créer beaucoup plus de data qu'on est capable d'exploiter. On exploite tout court, oui. Et donc, l'intelligence artificielle, le machine learning qui soit focalisé sur trouver les patterns de données, exploiter ces données, c'est clairement des grands sujets pour demain. Ce qui veut dire que le cloud reste pour un certain temps la solution de façon à implémenter tout ça, parce qu'il faut et du stockage et de la puissance de calcul et les volumes étant exponentiels. Hein, voilà. J'ai une petite question pour le directeur du secteur public d'Oracle France. Il y a des petites hésitations sur la définition du cahier des charges de l'ouverture du marché du cercle 3 du cloud. Vous auriez un conseil à donner aux gens qui auront à prendre la décision? Il y a un petit retour de doctrine de la part de la DINSIC, de son nouveau directeur, Nadi Bouana, qui sera sur le plateau demain, je crois.
L'UGAP avait une autre façon de voir les choses. Je ne vous demande pas de commenter, mais à votre avis, la bonne solution, c'est quoi pour le Cloud 3? Alors, le cercle 3 du cloud? Je ne vais pas me permettre de faire de conseils sous le patronage de l'État. En revanche, je vais citer Nadi Bouana que nous avons rencontré justement sur les concepts qui sont importants pour réussir cette transition dans le cloud. Et il a cité 2 éléments qui me semblent importants. La première, c'est qu'il faut, on revient sur le sujet, pas un cloud pour l'ensemble des besoins de l'administration. Et la deuxième chose, je veux avoir dans les clauses contractuelles des clauses de réversibilité. Je veux commencer dans le cloud, très bien. Si je veux revenir effectivement pour des raisons de souveraineté, c'est très important. Donc ça, ce sujet-là, ces 2 sujets-là vont être capitaux. Et là, je cite Monsieur Nadi Bouana sur le sujet. Il y a une deuxième chose qui est importante qu'on a peut-être un petit peu survolée dans le propos. Oracle est très sensible également aux questions que l'administration nous pose sur le champ d'application en fait du Cloud Act. Parce que, in fine, le cloud c'est bien, mais ce que veut l'État français aujourd'hui, c'est un cloud qui répond à un certain nombre d'exigences au niveau de la sécurité et de la souveraineté des données. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous sommes rencontrés au ministère des Finances avec d'ailleurs un ensemble d'autres acteurs américains également pour donner notre position et démythifier ou démystifier la position effectivement des acteurs américains autour du Cloud Act. Je précise déjà que Oracle, par exemple, sur ses serveurs ou sur ses bases de données, n'accède pas au contenu de l'information. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que l'on a fait, c'est que sous le mandat effectivement de la DGE, la Direction Générale des Entreprises, où était présent d'ailleurs l'ANSSI, mais où étaient présents également d'autres acteurs, nous avons remis un rapport sur une quarantaine ou une cinquantaine de questions pour être extrêmement clair et extrêmement démystificateur effectivement du champ d'action du Cloud Act qui donne des possibilités de se protéger au niveau de l'administration et au niveau des clients, ce que l'on ne sait probablement pas. Donc on fait cet effort d'audibilité. Lorsque je suis en cloud hybride, donc sorti du réseau du cloud public et en intra d'un utilisateur, je suis Cloud Act ou hors du champ du Cloud Act? Alors justement, sur l'injonction en fait des tribunaux américains pour accéder à des informations qui d'ailleurs se font dans un champ d'application très particulier, qui est le champ du serious crime, hein, des identités effectivement que l'on a trouvées. Donc pas tout. Hein, le gouvernement américain ne peut pas accéder et avoir la liberté d'accéder à n'importe quel type d'application. Mais justement, ce que vous soulevez, c'est que cette souveraineté que l'on propose dans nos multi-cloud, qu'ils soient at customer ou dans le cloud public, permet effectivement de se soustraire à cette injonction. Je suis hors Cloud Act ou... Je suis comme dans mon data center aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai la maîtrise en fait vous, de mes vous assets. êtes Cloud Act, vous êtes sous l'obligation de répondre au Cloud Act. Et est-ce que le fait que vous soyez l'opérateur de ce Cloud at Customer, ça place ce serveur finalement sous législation Cloud Act? Beaucoup moins, bien entendu, puisqu'on est déjà dans la région effectivement du client. Et d'autre part, ce que je précise, c'est que l'opérateur, même si Oracle est opérateur en fait du Cloud at Customer, il peut aussi partager cette opération avec des systèmes intégrateurs ou avec d'autres partenaires également pour l'opérer, ou le client lui-même. Et c'est cette définition qui est importante à soulever. Et on a la chance en France d'avoir de quelques grands intégrateurs nationaux avec qui, je suppose, vous avez de collaborations fructueuses. Je précise là-dessus, demandez à l'Agence des services de paiement qui a eu justement opté pour cette solution, justement pour pouvoir être allocataire. Effectivement, donc il y a plusieurs intégrateurs qui sont allocataires de paiement et qui, grâce à cela, peuvent maîtriser la donnée chez eux tout en ayant l'agilité pour pouvoir payer les 20 milliards de budget aux agriculteurs sous les donneurs d'ordre d'État et de la politique agricole commune, par exemple. Donc un bon exemple. Voilà. Bon, messieurs, il faut qu'on arrête là, mais je pense qu'on a pas mal, notre public nous le dira, mais je crois qu'on a pas mal exploré les différents champs d'application du cloud. Hein. Moi, pour ma part, merci de vos explications. J'y vois un peu plus clair. Je retiens notamment donc aujourd'hui le cloud peut être multiple. Hein. Et le at customer, j'ai mieux compris, je crois, comme les téléspectateurs. Et puis, à suivre, hein, je vous ai bien entendu, Régis Louis et vous aussi, Philippe Rousset, Autonomous, hein,
qui va permettre sans doute de tirer une nouvelle génération de développement dans la transformation numérique de l'État, des collectivités, de l'hôpital. Vous savez, chez Acteurs Publics, il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. À vous tous, merci pour votre attention. À bientôt sur Acteurs Publics TV.